De clôture de la semaine, la 8e semaine anticoloniale. C'est aussi la manifestation en hommage aux militants kurdes assassinés à Paris, ainsi qu'aux militants tamouls. Et puis c'est aussi la lutte pour la défense des autres peuples qui sont colonisés ou qui sont néocolonisés. C'était la frange des résistants, francs-tireurs de la main-d'œuvre immigrée. Quand on parle de racisme, de politique anticoloniale, etc., c'est des gens qui ont œuvré. Il faut une société de fraternité, d'égalité pour de vrai. On en a marre que chômeurs, précaires, sans-papiers, roms, on soit traités comme des races inférieures. Le bonnet phrygien, c'est l'insigne des révolutionnaires de 1789 et l'abolition de l'esclavage. Si j'ai bonne mémoire, ça s'est passé en 1792. L'histoire se poursuit et actuellement, on est aujourd'hui à une manifestation anticoloniale. Vous me direz, on n'a pas avancé beaucoup, je suis bien d'accord avec vous. On est ici pour manifester, surtout pour les prisonniers, pour les prisonniers palestiniens. Il y en a un qui fait une grève de la faim depuis plus de 200 jours. Il est au bord de la mort. Alors, il se trouve qu'en juin 2013 va avoir lieu la Coupe junior de foot en Israël. Et nous appelons Platini de l'UEFA à ne pas cautionner l'occupation israélienne et à ce que la Coupe du Monde de foot junior n'ait pas lieu dans un pays qui en occupe un autre. Si on ne fait rien, dans quelques années, c'est un génocide qui va se passer. Il n'y aura plus de Palestiniens. Les Palestiniens vont finir comme les Indiens d'Amérique, dans des réserves. Plus de chaînes, liberté pour les Palestiniens et les Palestiniennes. Les politiciens, c'est des chiens, ils ne pensent qu'au pouvoir. Portons la question des réparations relatives à l'esclavage, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des réparations par le passé, mais pour les propriétaires d'esclaves et pas pour les victimes. Dans le cas de Saint-Domingue, la France a imposé aux anciens esclaves libérés de payer eux-mêmes la réparation à la France. Et donc Haïti, le nouveau nom de Saint-Domingue, a payé pendant plus de 100 ans 21 milliards de dollars de réparation à la France. La France doit restituer à Haïti cette rançon. Il est fini le temps des colonies. Il est fini le temps des colonies. La semaine coloniale se tient depuis 8 ans et depuis 8 ans, nous les Kurdes, on participe régulièrement. Cette année, c'est un petit peu plus importante que les autres années puisque c'est plus ou moins dédié à nos 3 camarades, 3 militantes kurdes qui ont été exécutées rue Lafayette. Ce sont quand même des exécutions dans un local de 3 femmes, de 3 militantes. De plus, 3 militantes qui luttaient pour la paix, qui luttaient pour le droit des femmes, qui luttaient pour l'émancipation des femmes. On porte le portrait de Seba Essel, ce grand résistant, parce qu'il a toujours soutenu la cause du peuple Sahara, le peuple du Sahara occidental, contre l'occupation marocaine. Donc pour nous, c'est un grand exemple de grands résistants, grands militants pour les causes justes et contre les injustices. Mais nous rappelons ici que le peuple sahraoui subit une injustice depuis 35 ans, malheureusement avec l'appui direct et indirect du gouvernement français, en appuyant les thèses marocaines de colonisation. On est tous des êtres humains universels. On n'est pas étrangers, on n'est pas français. On est des êtres humains universels. Il faut bien se le mettre dans la tête. Malheureusement, il y a eu tellement d'autres massacres, tellement d'autres assassinats obscurs de la sorte que c'est un peu peut-être difficile à entendre, mais les Kurdes sont vaccinés malheureusement. Nous avons vu des milliers de Kurdes qui étaient dans leur coin depuis des années, qui sont ressortis dans la rue, qui sont venus manifester, qui ont été solidaires. Le fric, la patrie, le drapeau, on n'en a rien à foutre. C'est l'humain qui compte et c'est ce qui doit primer. Liberté circulaire. Wow. Oh, mais c'était les vocales. Nous, laissez-nous vivre. C'était les vocales.
Le problème, c'est qu'on a un mouvement social qui est très émietté. Alors ça peut être bien, parce que, enfin bien dans le sens où il y a une pluralité, il y a des divergences, des nuances qui s'expriment. Mais le problème qu'on a surtout, c'est la faiblesse globale de notre mouvement, c'est comment on arrive à se renforcer. C'est vrai que ça caractérise la période. Mais comment dans ce contexte-là, où on a plutôt tendance à baisser la tête, à subir, à se recroqueviller, comment on peut quand même affirmer un espoir dans autre chose. Voilà. Et ces manifs-là, c'est important parce que c'est ça qui se discute, c'est retrouver un peu notre force, la confiance dans tout ça, que ça peut changer. La France, il y a un mélange impossible. Je sais pas il y a combien de gens, mais il y a toutes les races. Ils sont là. C'est un mélange impossible. Mais on est bien. Voilà, et donc il y a une exposition de Nous sommes avec les vaches. Voilà. C'est super grand, c'est super intéressant, les enfants sont super heureux. Parce qu'ils n'ont pas la chance de voir ça tous les jours. Il y a super du monde. Et puis les mômes, ils savent même pas ce que c'est. Les mômes, le lait, c'est une boîte en carton. Hein. Comme les poissons panés, t'en verras jamais dans la mer. Ta vache, la préférée, c'est laquelle? C'est plutôt la charolaise. La vache préférée, on va dire la pinoire. Peut-être la blonde d'Aquitaine. Au jus bleu, oui, peut-être. Oui, c'est pas mal, mais enfin. Non, alors, non. Ça n'a pas beaucoup de gueule par rapport à la limousine. Oui, j'aime bien la brune aussi. Pourquoi vous ne venez pas avec votre mari? J'avais peur qu'il craque vraiment pour les blondes et il n'y a pas de place dans le train pour la ramener. Qu'est-ce qu'elle a comme spécificité? Toutes les qualités. La rusticité, les graines de viande, la finesse du cuir. Les hommes préfèrent les blondes. C'est une bête qui est destinée à une vente aux enchères qui sera donc tuée pour un boucher pour le concours de boucherie. Moi j'aime les vaches. Les vaches sont toutes belles. Hein. Ce qui me surprend, c'est que quand on voit les arrières des vaches, il y a des différences énormes, quoi. Ça, on doit être à l'aise, pour le taureau, il doit être à l'aise là-dessus. Il est sale. Elle est comment? Sale. Il ne faut pas faire l'amalgame entre les races allaitantes et les races laitières. D'accord. Ouais, je sais que les éleveurs laitiers souffrent beaucoup, mais dans les races allaitantes, ça va mieux. Le lait qu'on produit actuellement, on ne gagne rien parce que les produits pour nourrir nos vaches laitières sont beaucoup trop élevés par rapport au prix du lait actuel. Les gens qui viennent ici, je sais pas si ils pensent qu'un jour ils vont avoir cette bête qu'ils ont vue dans leur assiette. Parce qu'il faut les manger après, alors il vaut mieux les regarder sur pied. Tu rouspètes ici, hein? Ils sont pas gentils avec toi. Elles t'ont mis des chaînes. Elle est superbe. Je suis étonné du poids, mais... Il fait 1790 kilos et c'est le plus gros du salon. Mais là, on est prédestiné aussi, Chabal. Chabal. Je ne sais pas si ça lui plairait, mais bon... Je pense pas, même pas. À moins qu'il ait les mêmes que Chabal. Je ne vais pas les voir. Vous avez vu les couilles? Ah oui? Oui, j'ai vu. Ah là là. Mais moi, je ne le voudrais pas derrière moi dans un champ. C'est vrai que c'est énorme, c'est des belles bêtes. Hein. Alors, comment ça se passe le salon pour toi? Ça se passe bien. Tu manges bien? Ouais, ils sont laides. Ils sont horribles. Ils sont horribles. Ils sont horribles. Je suis bien d'accord avec toi. Vraiment moche. Comme je vous dis, je suis sur deux races, hein, du Charolais et de l'Île-de-France. Ça me fait quand même des bons moutons. Et bon, bah. Celle-là, elle donne pas envie, hein. Ça donne pas envie. Mais moi, je la trouve excessivement belle, vous voyez. C'est une race typiquement française. Et ça s'appelle bien la Rouge de l'Ouest. Mais il y a 30 ans, j'étais à l'école vétérinaire et on me parlait de la Rouge de l'Ouest comme une des meilleures races bouchères en France. C'est vrai. Voilà, et aujourd'hui, je constate que 30 ans après, ça n'a pas changé. Oui. Ça finit toujours comme ça. Hein. C'est vrai. Ben oui, mais finalement, il faut bien les tuer pour les manger. Hein. Moi, je fais uniquement le détail. Découpez-vous. Est-ce que vous allez manger à McDo des fois? Ah, jamais. Jamais, jamais. J'ai encore jamais mis les pieds dans un McDo. McDonald's, c'est pas bon. C'est une marque que je ne fréquente pas. Et je suis pas attiré par ce genre de produit. Ça ne m'inspire pas trop.
Je préfère le traditionnel. Est-ce que vous en pensez, ils ont leur place ici du coup? Non, pas du tout. C'est complètement décalé, oui. Je préfère qu'il y aurait des gens qui fassent cuire de la viande de charolais ou de blonde d'Aquitaine et que ce soit des produits bien de chez nous. On est sûr de manger de la qualité et puis de la viande française. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et comme l'égalité, ça avance vraiment à pas de fourmi, donc on est toujours là, malgré le mauvais temps, et on lâche rien. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est le patriarcat, quoi. Ce qui m'énerve le plus, c'est le plus profond, c'est les questions de genre, c'est qu'on inculque aux enfants dès la naissance à être comme ci et à agir comme ça, et qui fait que, au final, c'est très difficile de faire changer les choses, parce que c'est tellement profondément ancré dans les mentalités que si on prend pas les choses à la racine en élevant les enfants de la même manière, il y a des différences que les parents instaurent parce que eux, ils ont pu les intérioriser sans même se poser de questions. C'est hyper dur de déconstruire ça, quoi. Ouais, c'est dès le berceau, même avant, même dès le ventre de la mère, en fait. C'est dur de rattraper 500 000 ans de patriarcat, surtout que les acquis sont très très récents. 1965 pour avoir le droit de travailler sans l'autorisation du mari en France. Si on laisse simplement aux consciences le temps d'évoluer, ça va durer effectivement très longtemps. Les inégalités salariales sont toujours de 27%, donc à un moment, il faut, de toute manière, le mouvement féministe, ça a toujours été une histoire de rapport de force pour tous les acquis, le droit à l'avortement à chaque fois, c'est jamais tombé du ciel et il n'y a pas une pente naturelle vers l'égalité, c'est clair. Le gouvernement a essayé de donner l'exemple au niveau des ministres, mais derrière, on s'aperçoit qu'il y a de fortes résistances. Quand on propose aux partis aux futures élections la parité, ça résiste. Avec la crise économique, ça régresse à fond la caisse. Je me demande si on ne va pas se retrouver dans les cavernes un jour. C'est important tout le temps de se mobiliser pour les droits des femmes, mais surtout parce qu'elles font l'objet de violences à travers la planète tous les jours. Alors c'est autant une référence au génocide rwandais qu'un génocide spécifique contre les femmes. En France, il y a un viol toutes les 7 minutes. Il n'y a que 2% de violeurs qui sont condamnés, il n'y a que 10% de femmes qui portent plainte. Alors bon, ça c'est un petit... c'est des dissensions qui ne sont même pas internes au féminisme, qu'on pense internes au féminisme parce qu'on classe les pro-prostitutions dans les féministes, mais en fait, les pro-prostitutions ne sont pas des féministes puisqu'ils sont pro-viol. Étant donné que l'argent n'efface pas un viol, c'est simplement, ça signe la préméditation. Voilà, c'est simplement un clin d'œil aussi à ceux qui se prétendent féministes et qui revendiquent pour la prostitution, quoi. Il y en a assez de cette société qui ne respecte pas les queens, les trans, les prostituées, il y en a assez. Je suis féministe et je suis pour la prostitution. Je ne suis pas prostituée moi-même, mais je défends les droits de ceux qui souhaitent l'être. Je considère que si on se bat pour les droits des femmes, on se bat aussi pour leur droit à faire ce qu'elles veulent de leur corps. Et les hommes aussi. Solidarité des minorités. Le corps des femmes. L'État est marchandise, ni à vendre, ni à prendre. Le corps des femmes n'est pas une marchandise, ni à vendre, ni à prendre. Les gens ont changé, mais c'est la même chose. Ils sont abolitionnistes de toute façon. Donc ils veulent, comme ils disent, éradiquer, abolir la prostitution. Nous sommes zéro macho et nous sommes contre le proxénétisme. Un homme peut très bien se contrôler, il n'a absolument pas besoin de femmes pour assouvir ses pulsions, c'est absolument faux. La prostitution, à 90%, c'est du proxénétisme. À 90%, c'est de la traite des êtres humains. Ce sont des femmes qui sont arrachées à leur famille. Le crime existe depuis la nuit des temps et pourtant l'esclavage aussi depuis très longtemps. On s'est élevé contre le crime, on s'est élevé contre l'esclavage. Il est logique de s'élever contre cette exploitation. Le truc, c'est de nous écouter, d'écouter les putes, d'écouter les travailleurs du sexe, d'écouter les gens qui sont précarisés. Voilà.
les a laissés à la maison pour faire la cuisine. Votre question est un peu sexiste. Nous, le sexe ne nous importe pas. Effectivement, là, ce soir, on est... Non, même il y a Halim, on est 2-3 autres, mais il n'y a pas de femmes. Mais ça ne nous importe pas, on ne fait pas la différence entre les sexes. On est en faveur d'une égalité homme-femme, donc on défend un islam féministe et une pratique musulmane, féministe et même antisexiste plutôt, c'est-à-dire pas de différence entre les hommes et les femmes. Contrairement à beaucoup de mosquées où on sépare les hommes et les femmes, chez nous il n'y a pas de ça, entre nous il n'y a pas de ça, et puis il arrive même que la prière soit dirigée par une femme, par une imam, ce qui est très peu fréquent parce que les institutions sont conservatrices. Il y a des musulmanes pour qui mettre un voile fait sens, d'autres pour qui ça ne le fait pas, et même nous encore une fois quand on prie chaque semaine ensemble à la mosquée inclusive, il y a certaines femmes qui sont voilées, d'autres qui ne le sont pas, et on leur laisse la liberté. Les femmes dans le précaire, les vieux dans la misère, de cette société-là, on n'en veut pas. Pour moi, se battre tous les jours pour les droits des femmes, c'est ça être féministe. C'est justement ne pas s'arrêter au 8 mars, ne pas s'arrêter à une manifestation, mais essayer chaque jour de combattre ça, de se lever et de s'opposer à toutes les formes de discrimination contre les femmes. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans l'actualité de cette semaine, toi, Kota ? Écoute, il y a plein de choses qui m'ont marqué. Il y a eu la mort d'Hugo Chavez. Je pense que c'est pas le plus grand des démocrates, mais bon, je pense qu'il a quand même fait des choses tout à fait positives. Après, Après, il a eu des amis un peu douteux. Il a eu des amis très douteux, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour la mort de Chavez, ça c'est normal. Hein. On va changer de sujet. T'es touché? Oh oui. Moi, ce que j'aimais chez ce bonhomme, c'est qu'il avait nationalisé son pétrole. Il donnait à ses voisins, il vendait le pétrole moins cher. Et c'est un gars qui a tenu tête au capitalisme. C'était vraiment... Et puis, le pauvre avait une vitalité avec Chavez. Le pauvre existait. C'était un gars du peuple. C'est ni le saint, ni le diable. Hein. La journée de la femme, excusez-moi, mais... Franchement, les femmes, c'est leur journée tous les jours, hein. Elles existent tous les jours. Hein. Donc tu veux dire qu'il n'y a pas besoin... La fête des grands-mères, c'est tous les jours, la fête des pères, c'est tous les jours. C'est un peu commercial. Pour moi, la femme, ce serait un peu plus souvent et plus régulièrement. Ouais, le 8 mars, c'était une journée importante. C'est important pour toi. Et comme on dit, le 8 mars, c'est toute l'année. Hein. En fait, beaucoup de femmes ont défilé sur des podiums pour la journée de la femme pendant la Fashion Week. Je pense que c'est important aujourd'hui. Qu'elles se taisent. Qu'elles se taisent, elles achètent des talons et puis elles se taisent. On ne nous écoute pas. Je pense que nous, les femmes, on est toujours en arrière face aux bonhommes. On a encore ce problème de bas salaire, nous, les femmes. Or, on travaille pareil, sinon plus. Parce que quand on rentre à la maison, on s'occupe des gosses, on s'occupe de tout. Ça, c'est un truc qui me fait marrer parce qu'on commémore, en fait, ce qui s'est passé à New York en 1800, je ne sais plus combien. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1800 ? Eh ben, y a des femmes qui travaillaient dans une usine qui se sont révoltées et le patron a mis le feu à l'usine. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a beaucoup de viols, ça ne m'étonne pas parce que c'est aussi un problème économique. Même aller voir une prostituée, ça coûte cher. Et puis les gens sont révoltés. Aujourd'hui, il faut savoir que toutes les 3 minutes, une femme meurt, que toutes les 3 minutes, une femme est violée. C'est très possible. Ça va bien avec la crise que nous sommes en train de traverser. Quand je vois ce qui se passe, j'ai lu un article sur l'Inde, par exemple. C'est un article sur le train, en fait. Elles ne peuvent pas prendre le train tranquillement. Elles se font tout le temps agresser. J'étais étonnée de lire que sur un sondage qu'ils ont fait, il y a 50% des hommes qui reconnaissent avoir déjà agressé sexuellement des femmes. Ce qui est à remarquer, c'est déjà qu'elles gagnent beaucoup moins. D'accord, ça c'est sûr. C'est sûr, il faut combattre là-dessus, il faut continuer à combattre le combat de Simone Veil, hein, parce que l'avortement, il est en train de régresser. Donc voilà quoi, ça c'est 2 choses sur lesquelles les femmes doivent vraiment se battre. Parce que le reste, bon, il y a longtemps qu'on est libéré, il ne faut pas exagérer. Ce que j'ai lu aussi, c'est que les hommes étaient un peu perdus avec le fait que les femmes justement ont pris de l'indépendance, peut-être trop, ou non peut-être pas trop, mais sur les différences, c'est vrai qu'on est différents de toute façon. Donc ce ne sert à rien effectivement que les hommes ressemblent à des femmes et inversement. Même physiquement, on se demande comment c'est possible, les hommes, alors sans parler des soins et tout ça, finalement le visage ressemble... Peut-être pas à celui d'une femme, mais par rapport aux hommes de Cro-Magnon ou même il y a quelques centaines d'années, j'ai l'impression qu'en fait on devient tous un peu pareil, quoi. Déjà biologiquement. Essel, c'était un vieux monsieur qui a marqué l'histoire parce qu'il a été résistant. Essel, évidemment, avait quand même malgré tout, c'était une tête, c'était beaucoup de choses et puis c'était vraiment un porte-drapeau. Transmetteur, et il transmettait un message, y compris chez les jeunes, les enfants, etc. Donc
il n'en reste plus beaucoup et après il faut que d'autres prennent le flambeau. Mais lui, il a quand même vécu la résistance. Enfin, on avait fait une interview de lui pour les vœux de la mairie où il avait passé un message et il venait de sortir son bouquin Indignez-vous et j'avais bien aimé cette rencontre. Et bon, puis son petit fascicule là que tout le monde a lu, que moi j'ai lu, c'était quand même très, très chouette qu'un homme de cet âge-là dise aux gens de s'indigner, quoi. Enfin, après, bon, c'est à chacun de s'indigner et puis de dépasser l'indignation pour aller plus loin. Hein, Bon, après, il est mort âgé, c'est normal, c'est la vie. Mais c'est vrai que c'était quand même un symbole, hein, ce mec. L'arène nationale. C'est l'armée, on va défendre les intérêts de la France, les intérêts nucléaires à l'étranger. Donc là, on est en train de faire un entraînement nucléaire. Je suis irradiée par le radis de la sagesse, le grand radis noir. Tu veux un radis? Ah ouais. C'est pour les radiations. C'est radical et nous voilà tous irradiés. La narine soutient le nucléaire. Hurrah! Hurrah! La narine soutient le nucléaire. Hurrah! Hurrah! Dire ce qui se passe? J'en ai aucune idée et ça m'inquiète. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis un peu perplexe. Hein. Je m'attendais pas à ça, hein, pour tout vous dire. Les centrales nucléaires françaises, elles sont sécuritaires, à fond. Aucun problème. Je crois qu'il y a 58 sites très dangereux qui peuvent nous péter comme ça à la figure. On ne peut pas décemment laisser faire ça, quoi. Allez-y, étirez-vous, étirez-vous. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Pour montrer notre détermination. Je suis absolument pour la fermeture des usines nucléaires. Oui, le principe du nucléaire craigne depuis le début. On le sait et on le sait très bien. Il existe d'autres solutions propres et sans danger. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, déjà. Premier point. Et ensuite, le peu dont on a besoin, on peut le faire proprement. J'ai un petit panneau solaire, j'ai juste les lumières et un autoradio pour la musique. Et je suis très heureuse dans ma nouvelle vie. Mais moi j'adore le nucléaire, c'est pour ça que je fais la chaîne en fait. Dans 200 000 ans, on verra si les déchets ils sont toujours radioactifs ou pas. On sera là pour le voir, c'est ça qui sera génial. C'est un peu dommage parce que c'est dangereux. C'est un peu con, quoi. Joyeux anniversaire Fukushima. Joyeux anniversaire. Bonjour, c'est la journée contre le nucléaire, vous êtes en plein milieu. Félicitations. Je crois qu'effectivement, il est important d'avoir des moments comme ça, où tous ceux qui veulent dire non au nucléaire peuvent se retrouver et puis se donner la main, tout simplement. Et dire aux politiques, faites quelque chose, sauvez nos enfants. Même si la fin du nucléaire, c'est pour dans 50 ans, il faut commencer à y réfléchir maintenant, quoi. Fukushima, plus jamais ça. Fukushima. Alors on est vachement gentil à l'armée. Parce qu'on donne aussi, dans le même temps, on donne aussi la protection, la pilule d'iode contre le nucléaire. Hein. Donc il faut bien vous protéger et on a tout entre les mains. Tu tiens le bon bout? Ouais, je tiens. Ok, super, attends. Ok, c'est bon, c'est sous contrôle. Écoutez, on a eu une espèce de fission nucléaire en plein milieu de la chaîne. Disons qu'il y a deux atomes complètement discordants qui ont décidé de rompre finalement le processus normal. Attention, attention. C'est sous contrôle. C'est pas si instable que ça finalement le nucléaire, faut pas croire. Hein. Évidemment, le nucléaire est très très sûr. Nous n'avons que des exemples, Tchernobyl, Fukushima. Je ne vois pas pourquoi on manifeste contre le nucléaire. C'est une très bonne énergie, formidable. Alors l'uranium, il est partout. Il est au Niger, et au Mali peut-être. Et si demain ils se révoltaient, qu'ils voulaient plus qu'on prenne leur uranium? On verra des petites têtes atomiques avec des petites ogives qui chercheront leur petit cerveau et schlick, schlick, schlick. Comme ça, voilà, ce sera génial. Je voudrais qu'ils cherchent à faire tout péter. Allez, est-ce que les doigts sont bien musclés? J'ai pas bien entendu. Ok, c'est parti. Le doigt dans la narine. Et on gratte. Et on gratte. Et on prend la plus grosse crotte de nez.
nous dire ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? J'ai vu la nouvelle collection de je sais pas comment Mango. J'ai vu des gens apparemment qui discutaient, mais je sais pas très bien ce qu'ils voulaient. Vous savez pas pourquoi? Par rapport, il y a une histoire de couleur, de peau apparemment. La brigade anti-négrophobie a investi la boutique Mango. Les magasins Mango ont fait des chaînes et des gourmettes portant le nom de slaves, c'est-à-dire des chaînes d'esclaves. 2013. J'ai envoyé un mail et eux ils m'ont dit que ils m'ont répondu en me disant que c'était une mauvaise traduction. Je suis désolée, slave en anglais ça veut bien dire esclave. Faut pas prendre les gens pour des cons. Et c'est d'ailleurs à se demander si ce n'était pas fait exprès pour tenter des opérations de communication, attirer un petit peu des gens pour par la suite dire bah oui, nous nous sommes excusés. Ça touche les Noirs, ça touche l'esclavage et on n'entend personne, on voit personne, personne n'en parle. Et quand il s'agira des élections, ils viendront nous chercher. C'est pas normal, tout simplement. J'étais agent de créateur de bijoux en fait, donc juste j'appelle les designers qui ont envie de créer à avoir une démarche éthique et respectueuse de l'ensemble des citoyens. Nous continuons donc cette opération pour dénoncer les fameux bijoux style esclave que la marque Mango continue à vendre à 24,99 €. C'est le prix de l'indignité des bijoux de la honte. Et il ne faut pas acheter ces bijoux surtout. C'est pas Mango qui a à mettre en cause précisément, c'est un problème de fond d'une société qui banalise ce qu'a été l'esclavage, qui en 2001 a été reconnu crime contre l'humanité. Une traductrice qui marque collier style esclave ne se rend même pas compte du problème. Ça n'est pas une action violente, mais c'est pour dire non. On ne peut pas aujourd'hui tout dire, tout faire. Tout simplement pour vendre un produit, c'est indigne. Et c'est en ce sens-là que l'on se réunit aujourd'hui et que, afin de conscientiser chacun et de ne pas laisser passer des choses qui peuvent paraître pour certains banales, qui n'évoquent rien d'ailleurs pour certains. Les personnes qui ne se rendent pas compte de la gravité des faits, c'est les gens comme vous et moi, quoi, les clients. Mais les gens eux-mêmes qui lancent les messages, je pense qu'ils ont une agence de presse, ils ont des gens qui travaillent sur la pub, il y a des gens qui sont formés pour ça. Nous constatons que Mango commence à prendre la mesure de la situation. Ils ont annoncé qu'ils retireraient les bijoux de la vente en Ile-de-France. Maintenant, il reste à faire en sorte qu'ils appliquent la même règle à l'ensemble de la France et même à l'ensemble du monde. Je ne comprends pas qu'ils puissent dire « c'est vrai, ces bijoux sont très choquants en Ile-de-France ». En revanche, à Marseille et à Bordeaux, on peut les vendre sans problème. Alors ça, c'est une politique du droit à géométrie variable qui me paraît difficilement soutenable. Qu'est-ce que l'on fait pour le futur, pour les générations futures, de ne plus se mentir, d'affronter les choses. Il s'agit d'affronter les choses positivement. On est devant le siège international du Pôle emploi, un mois après l'immolation de Jamal, un chômeur, désespéré parmi tant de chômeurs. C'est inacceptable de voir qu'en 2013, quelqu'un, un être humain, est obligé de s'immoler pour crier son désespoir, quoi. Avant, on entendait à l'étranger, en Tunisie, ailleurs, les gens s'immolent et maintenant ça arrive en France, là. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la vie, en fait, si on en arrive là? Ça peut arriver à tout le monde, malheureusement. Hein. Un coup de blues grave, eh bien, un jour vous réalisez, vous dites oh, ça va aller, et puis le lendemain, bon, on ne sait pas comment vous allez vous en sortir. Je suis étonné que pour l'instant, il y ait si peu de gens. Il y a une guerre idéologique. On culpabilise le pauvre, on lui dit que c'est sa faute, si le chômage c'est sa faute, et les gens ont du mal de sortir de chez eux. Les gens sont habitués à ça parce qu'il y a désormais il y a tellement de cas comme celui-là. Je vois en Italie, il y en a un par jour. Toute la journée, les médias ils rabâchent que ceux qui sont au RSA profitent. On ne parle pas des capitalistes qui profitent à grands coups de milliards sur notre dos, quoi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de démocratie dans ce pays où la majorité des gens sont jetés à la misère sans le moindre ménagement. On installe les gens dans la pauvreté, on les installe dans le RSA pour les empêcher de se soulever et de mener des luttes. Et en ce moment, au niveau des luttes, dans tous les secteurs, c'est les bras baissés, c'est un peu du fatalisme. Tant qu'on n'est pas sensibilisés, je pense qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des gens qui meurent et s'ils meurent, c'est parce qu'ils ont été isolés. C'est grave et il faudrait que ça se réveille ici. Hein.
ça concerne tout le monde, celui qui est à la retraite, celui qui est actif, celui qui est au chômage, celui qui est aussi en train de faire les études. Il fait ses études pour faire quoi? Pour avoir un boulot qu'on va lui imposer. Et nous, ce qu'on dit, c'est aux gens de sortir de chez eux, que s'ils sont dans cette situation, c'est pas de leur faute. C'est la faute du système, qu'ils arrêtent de s'isoler. Ça m'a donné envie de continuer à lutter encore plus fort. C'est ça ce qu'il faut prendre de ces morts. Il a toujours ses pancartes. On réclame l'arrêt des massacres en Syrie. Ça fait 2 ans que ça dure, c'est trop. Pour l'instant, on n'a que des promesses et il n'y a rien de concret. Il faut de la force pour le faire dégager. Armer les rebelles, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier que la guerre ajoute à la guerre. Alors moi, je me dirais, armer les rebelles, je suis assez dubitative. Il faut certainement le faire, mais est-ce qu'il faut le faire au nom de l'État? J'en suis pas sûre, mais c'est un peu tard. Et en même temps, quelle autre solution nous avons? Et il ne faut pas renoncer aux négociations, même si elles sont difficiles. Pour moi, qui suis pacifiste, c'est très dur de me dire qu'on va armer des gens, mais on va les armer pour se défendre. Il faut armer la résistance, il faut arrêter comme ça. Pour vous, oui, il faut armer la résistance. C'est davantage d'armes, c'est davantage de souffrance, c'est davantage de violence. Si on ne peut pas y arriver autrement, peut-être, mais vraiment penser à la négociation. Donc pourquoi ne pas les armer? Ça veut dire que ça fait plaisir de voir un chef d'État comme ça, un assassin, envoyer des Scuds sur sa population. Article 7, crime contre l'humanité. On entend par crime contre l'humanité lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile, petit A meurtre, petit B extermination, des crimes contre l'humanité commis par Bachar el-Assad et les siens. On ne peut pas poursuivre un tel massacre sans bouger. Et bouger, comment bouger en effet? C'est un problème européen. D'accord, vous écrirez 80 000 et 100 000, mais M. Hollande il a dit ça. Il ne faut pas être obtus comme ça. C'est 80 000 et M. Hollande il a dit 100 000. Mais en attendant, on ne peut pas laisser continuer le massacre du peuple syrien. Voilà. Donc je pense que la France est courageuse, avec la Grande-Bretagne d'ailleurs, en disant donnons-leur les moyens concrets de se défendre et de se libérer. Et là, en effet, je suis d'accord avec Bertrand Delanoë quand il dit qu'il y a un moment stop, les assassins, il faut les arrêter. Moi, je suis très très content qu'on livre des armes aux rebelles. Mais je le dis clairement pour moi, moralement, et je tiens à le dire, ne pas saisir la Cour pénale internationale contre tous les auteurs des crimes contre l'humanité, parce que la Cour, elle ne distingue pas selon l'affiliation politique, ni l'origine nationale. En présence de tels génocides, de tels massacres, de tels viols collectifs, de telle expulsion de population, c'est inadmissible. Inadmissible. Écoutez, aujourd'hui, les massacres sont perpétrés, on ne sait pas toujours par qui. Donc je pense qu'il faut d'abord s'occuper des victimes. La saisine, a priori, me paraît prématurée aujourd'hui au moment où nous parlons. Il n'y a pas de coupable déclaré, puisque vous savez très bien que lorsqu'il y a des victimes, quand il y a des victimes, on ne sait pas toujours qui en est l'auteur. Il y a un bourreau là quand même, il est clairement identifié, non? Le barreau de Paris ne prendra pas position sur ce débat. Halte au massacre en Syrie. Vous me demandez s'il y a des choses qui vous ont marqué dans l'actualité de cette semaine, que vous avez retenues? Ça vous intéresse vraiment? Les scandales, voilà, c'est le mot. Mais je reste neutre sur ce problème. Ce que j'ai retenu, en fait, un peu tout ce que tout le monde a retenu. Jérôme Cahuzac. La victoire de Mediapart. C'est bien qu'on le sache. Bravo Mediapart. On comprend plus rien, en fait, on est un peu
un peu débordé d'informations, de désinformations. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'il faut écouter ou pas. Moi, je me dis qu'il y a beaucoup de menteurs dans notre gouvernement, que c'est certainement pas le seul et que du coup, tout le monde s'acharne sur lui, mais j'aimerais bien voir les autres maintenant. Et après, le mensonge a l'air tellement énorme, enfin je vais être directement là, énorme, ça dépasse toutes les couches possibles et imaginables, hein, ça part de... Enfin bon, c'est mondial, la mondialisation du mensonge, voilà, on va finir par dire ça. Je pense que la Ve République telle qu'elle est ne convient plus vraiment. D'accord. Voilà. Moi, ce qui m'énerve, c'est que faut pas faire de différence entre la gauche et la droite. Il y a eu des scandales sur la droite, on en a peut-être fait moins un plat, je vais dire. Non, parce que tous les députés, tous les sénateurs, tout le monde a, je suis sûre, une affaire quelque part. Alors, est-ce que c'est là, est-ce que vraiment, voilà. J'aimerais en plus rappeler quand même que Nicolas Sarkozy, quand il était président, nous a dit que les paradis fiscaux c'était terminé. Apparemment non. Voilà, donc j'attends de voir maintenant la suite. En son temps, Wörth, il a jamais avoué. Sarkozy, en son temps, il a jamais avoué, quoi. Ont-ils fait quelque chose? Ont-ils fait quelque chose? Évidemment qu'ils ont fait. Non, parce que c'était non, voilà. Je suis pas forcément contre Cahuzac, je m'en fous à la limite. Je savais même pas qu'il existait ce mec avant qu'il soit dans le gouvernement. C'était pas vraiment le problème. C'est juste que ça couvre plein de choses et ça me paraît énorme. C'était un chanteur, le Normand. C'est moi si j'étais président. Voilà, ben voilà, on va voter pour lui. Je prendrais comme ministre Monsieur Picsou. Vous avez pas entendu la chanson de Normand? Elle est assez connue, elle est pleine d'optimisme, elle est très gaie. Moi président, tiens. Ce qui m'embête, c'est par exemple tous ces... ce que je regardais la dernière fois, c'était les 3 personnalités politiques les plus aimées actuellement. C'est qui? C'était Emmanuel Valls, je sais pas ce qu'il a fait jusqu'à présent. C'était Juppé, Alain Juppé, qui lui aussi a été condamné, a été ne pas être réélu, etc. Peut-être qu'on n'arrivera jamais à trouver quelqu'un qui soit propre sur lui, qui aille jusqu'au bout de son affaire, quelqu'un de normal, quoi. Hollande. Normal, c'est ça. Quand je dis normal, ça fait penser à Hollande. Je crois qu'il y a d'autres choses dont on ne parle pas. C'est quoi le principal, justement, alors? Justement, c'est le cœur. Sur Le Monde, pour l'instant, je regarde pas trop parce que quand on me raconte beaucoup de bêtises, je fais attention. Généralement, je regarde pas trop la télé. Je chanterai des chansons, c'est ce que je préfère faire. Alors chante-nous une chanson, s'il te plaît. Ah bah là, je peux pas, tu vois, j'ai mon cabage et tout. Petit air. Bon alors, si tu veux une chanson que mon père me chantait sur le lit quand j'étais petit. Voilà. T'es prêt? Ouais. J'entre à la maison l'autre nuit, j'avais bu un peu de vin, et joué un cheval dans l'écurie où je mettais le mien. Alors j'ai dit à ma petite femme, veux-tu bien m'expliquer? Moi, il y a un cheval dans l'écurie à la place de mon bidet. Mon pauvre ami, tu ne vois pas clair, les vents à trop saoulé. Ce n'est rien qu'une vache à lait que ta mère m'a donnée. Dans la vie, j'ai eu pas mal de choses bizarres et saugrenues. Mais une vache à lait avec une selle dessus, ça, je l'avais jamais vu. Ce qui m'a marqué, c'est la qualification du PSG. Ouais. Ah ouais. C'est bon, ça? Ah, c'est très bon. Et j'habite à Paris, donc je suis très fier. En ce moment, notre président, il est un peu mou, hein, notre président, je trouve. Hein. Franchement, il paraît que même Nabila, elle a une cote de popularité plus importante que lui. C'est bizarre, hein. Je sais pas si... Allô? Allô? Président, vous m'entendez? Réveillez-vous un peu. Réveillez-vous. Allô? Allô?